You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 24e épisode de Cold Facts, un épisode qui va commencer par Fribourg-Gotteron qui ne va pas super bien avec un seul point pris lors du dernier week-end et surtout une sortie assez sèche de Christian Dubé dans les médias. Vous aurez l'occasion de l'entendre en tout début de podcast. Bienne qui a perdu Anssi Salmela mais récupéré Otso Rantakari prêté par Davos jusqu'au 31 janvier. Bienne qui alterne un peu le bon avec une victoire contre Genève et puis le moins bon défaite à Ambry en prolongation. Mais Damien Ria revient fort et de nouveau buteur. Lausanne qui ne joue quasiment pas. S'étend à cause des JOJ et du fait que la patinoire n'est pas prête pour le championnat de Suisse. Défaite 4-3 à Berne, mais une belle réaction qui a vu les Lausannois revenir à 3-3 en toute fin de match. Et puis Genève qui va toujours bien. On n'a pas grand souci à se faire pour une participation au play-off du côté des Vernets. On met l'emphase sur les 5 premières minutes, on le dit depuis ce matin, puis c'est 4-0 après 5 minutes 30. Je suis désolé, mais à un moment donné, moi aussi je commence à en avoir plein de cul quand tu mets des choses, tu dis des choses toute la semaine, puis après t'arrives, puis les gars se présentent pas sur la glace, je suis désolé. Tu peux mettre n'importe qui comme coach, n'importe qui comme GM, n'importe qui comme président. Si les joueurs commencent pas à montrer des couilles, puis les leaders commencent pas à se lever, puis certains joueurs commencent pas à sortir leur hostie de cachette depuis 3 mois, on les fera pas les playoffs. C'est simple que ça. Salut Greg. Salut Jean-Fred, on a un invité spécial pour quelques minutes en ce début d'épisode. Ouais, 30 secondes, voilà. Mais je crois que c'est amplement suffisant. On a passé sur Fribourg, maintenant on passe à Bienne. Non, tout est dit. Non, tout n'est pas dit. On se devait de placer cet extrait de l'interview qui a fait beaucoup parler, celle de Christian Dubé vendredi soir à Davos. Où en gros, je crois que là, il a pas vraiment utilisé de langue de bois, du moins j'espère, parce que s'il en pensait plus que ce qu'il a dit... Il pensait quand même peut-être un peu trop de choses, disons. Ça a fait parler, hein. Oui. Donc on remet dans le contexte. Fribourg joue à Davos le pré-match de son week-end en étant à la lutte pour les playoffs. Après 5 minutes, il y a 4-0. Fribourg s'est fait rouler dessus pendant un tiers, 5-0. A changé de gardien, a mis Ebi, a remis Weber. Finalement, rien n'a changé. Ils se sont pris 7-2. Ils se sont fait laver là-bas. Au bout du compte, Dubé s'est un tout petit peu énervé en demandant une réaction de ses joueurs. Le lendemain, pour placer complètement le contexte, Fribourg a joué contre Berne, s'est incliné à nouveau, mais a cette fois fait un match, c'est quand même une différence. Même un très bon match contre Berne, mais défaite aussi, 1 point au compteur. T'en penses quoi, toi, de cette interview ? Parce que moi, j'étais présent, donc de l'extérieur, comment toi, t'as vu ça ? Alors, pour moi, c'est le genre de truc, je sais que les gens sont très partagés. On a l'impression qu'ils sont très partagés dès qu'on parle de Christian Dubé. Je pense qu'ils pourraient dire bonjour, il y a des gens qui disent « Ah ouais, non, mais alors, voilà, il fallait qu'ils disent bonjour ». Mais c'est à peu près ça, hein. Il n'a aucun crédit pour certains qui vont lui mettre tous les mots de Fribourg. Honnêtement, quand il dit qu'ils ont préparé le match, ils ont préparé ce week-end dès le lundi, moi je peux que le croire. On connaît, on suit assez le hockey sur glace pour savoir que, bien sûr, qu'il a préparé son équipe. Il a Sean Simpson avec lui, un type qui a une expérience monumentale qu'ils ont pris comme assistant ou advisor à l'époque, et bien sûr qu'ils sont ensemble et qu'ils vont faire en sorte que vendredi, parce que évidemment, attention, hein, les 5 premières minutes à Davos c'est difficile. Attention, à Ambry, il y a les supporters, c'est chaud. Attention, à Lugano, il y a des palmiers, il faut faire attention, on passe le Gothard. Chaque fois, c'est pareil. Bien sûr que les équipes, elles sont toujours... Elles savent. Les coachs, on ne peut pas se dire, non, ils ne les ont pas préparés. Ma foi, il y a un trou d'air. Lui, il peut faire quoi ? Comme il dit, je ne peux pas monter sur la glace. Au bout d'un moment, tu les prépares. Tu fais de la vidéo, tu fais des trucs. Et puis, tout se délite en... 5 minutes, Tu peux dire merci. Moi, la seule truc où j'ai pas compris sur le moment, mais après, effectivement, on nous a expliqué aussi que Ludovic Weber était partant dès le début de la semaine, c'était comme ça. Moi, c'est peut-être là où je me dis, non, là, on en avait parlé, tu dois mettre Reto Berra, on en avait parlé lors de l'épisode de la semaine dernière. On pensait qu'il allait faire quasiment tous les matchs. Je t'avais posé la question, est-ce que Weber, on va le revoir ? On était là, bof, pas trop. Boum, c'est lui qui joue à Davos.
Moi, sur le coup... Alors moi, je pensais pas parler de ça, de Bera Weber dans un second temps, Ouais. et de revenir sur ça, mais bon, vu qu'on y est. En fait, ouais, l'idée a été effectivement très claire dès le début de la semaine, c'était de dire, on donne le match à Weber, on laisse Bera à la maison. De toute façon, si le gardien numéro 2 doit rentrer, c'est que ça se passe pas bien, donc bon, on le laisse à la maison. Avant le match, moi j'essaie toujours d'avoir un avis avant le match sur une situation et pour pas analyser une décision avec le résultat, parce que t'arrives derrière 7-2, tu dis bon bah c'était une erreur. Oui, bah effectivement, je pense que ça s'est pas passé comme prévu. Avant le match, je me suis dit bon, il y a deux options. Soit ils ont lâché le match, mais ça j'y crois pas une seconde. Non. Soit l'idée est de, on va dire, remobiliser sa défense, de dire les gars, c'est pas parce qu'on est à Davos qu'il va pas falloir se battre. Au contraire, on met le deuxième gardien. Pour lui, on a toujours un peu cette espèce d'idée que pour le deuxième gardien, ils vont faire un peu plus d'efforts, qu'ils vont pas se dire c'est bon, il y a Bera derrière, on laisse les boulevards, donc ça va être plus solide. C'est l'idée avant le match. 5 minutes après le début du match, je me suis dit, bon, bah là, tu t'es bien planté, bien joué. Mais je pouvais défendre cette décision comme ça. Bah, manifestement, ça s'est pas passé comme ça, mais honnêtement, depuis, j'ai parlé avec pas mal de joueurs en off, et ils m'ont dit, mais on a complètement abandonné Ludo. Et ils étaient tous malheureux. Maintenant, la question, c'est cet abandon de Ludovic Weber est-il consécutif au fait que le message donné n'est pas le bon en ne prenant pas ton gardien numéro 1 devant le filet? Et cette théorie-là, elle est clairement défendable, et je l'entends. Hein. Moi, c'est juste le fait de se dire, match important, maintenant, on sait, il n'y a plus besoin, on ne peut pas finasser, il n'y a pas, c'est du 2 points à peu près par match, voire même presque plus, hein, que Fribourg doit faire maintenant pour espérer accrocher le bon wagon. Ils doivent gagner 8 matchs. Voilà, tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Si c'est faire jouer Bera sur les 14 derniers matchs, moi je fais jouer Bera sur les 14 derniers matchs, ma foi, il est assez costaud pour ça. On se rappelle qu'à l'époque aussi, Tobias Stephan, quand il était à Zug, il jouait quasiment l'entier des matchs, à peu près au même âge. Il n'y a pas de souci, je pense pas que... S'il y a un souci physique de la part de Reto Bera, et puis à ce moment-là, on se dit, préfère mettre Weber pour pas aggraver une situation, aucun problème. Ça n'a pas l'air d'être forcément le cas. Donc là, franchement, pourquoi on parlait de ça? C'est parce que pour moi, c'est la seule erreur véritable. Parce que sur le coaching, je ne peux pas croire qu'ils ont fait n'importe quoi à dessein. Donc, après, est-ce que tu dois sortir dans la presse? De toute façon, là aussi, il sort, on dit quelque chose, il sort pas. Ah ouais, mais il réveille pas ses gars et tout. Donc... En tout cas, alors là aussi, pour avoir des échos du vestiaire, ça n'a pas mal passé. Parce que moi, quand j'entends cette interview, on était plusieurs journalistes autour. Il y avait La Liberté, il y avait Radio Fribourg, il y avait moi, Radio Freiburger Nachrichten. À la fin, on éteint le micro, puis on se dit waouh, ok, là on a de la matière pour faire notre job. Merci Christian. Puis je réfléchis, je dis ouais, là il tente un truc. Clairement, il veut secouer ses gars. Il l'a sûrement déjà fait dans le vestiaire, c'est une évidence. Mais il veut les secouer. C'est à double tranchant. Soit il perd son équipe et l'équipe dit non, mais cause toujours, il nous a jeté sous le bus devant la presse, donc voilà. Ça, c'était une des options, et c'était un vrai risque. Le match du lendemain contre Berne est rassurant dans un sens. Il y a eu une réaction. Il a voulu voir une réaction de son équipe, il en a vu une. Après, malheureusement, il n'y a pas eu de victoire, donc ça n'a pas aidé. Quoique, le point gagné contre Berne, il pourrait faire quand même la différence, parce que Berne n'est toujours qu'à 6 points finalement. Au lieu de 8 s'il y avait eu 9, s'il y avait eu... Non, 8, pardon. S'il y avait eu victoire en 60 minutes. Donc ça change quand même, ça change la donne, ce point. Mais bon, à Götter, on ne peut pas se contenter de ça, absolument pas. Mais de ce que je sais, c'est que les joueurs se sont dit non, mais il nous challenge. Et s'il est positif avec nous quand on est bon, il a le droit d'être négatif avec nous quand on est mauvais. Et moi, je crois que ce qui l'a le plus énervé, c'est que les derniers matchs, Fribourg fait des bons matchs. Malgré des blessures, malgré les absences, ma foi, tout le monde en a à un moment ou un autre dans la saison. Mais contre Zug, ils font un énorme match. Ils battent Lausanne. Alors Lausanne n'avait pas été bon. Mais c'est aussi parce que Fribourg avait été très solide. Langnau, alors là c'était autre chose, c'était pas une question de solidité, c'était au mental qu'ils sont allés le gagner ce match. Bref, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Puis là, ils vont à Davos en se disant on peut ramener quelque chose de là-bas, on a les moyens, les capacités de... Puis voilà ça, et je pense que ça l'a vraiment fait péter un plomb. Mais moi, c'est la même chose que quand Andrei Bikov nous disait, quand on lui parlait de jouer contre un coach. Lui, en tant que fan de Manchester United, il se posait des fois la question, après il disait, mais non, je suis hockeyeur professionnel, sportif d'élite, je sais que non. Donc là, c'est un peu la même chose. Comment les joueurs vont prendre cet assaut, cette montée au créneau de leur entraîneur et de leur GM? Est-ce qu'ils vont dire, ah bon, tant pis, tu disais avant, peut-être qu'ils se disent, ah, on bâche. C'est pas possible. Ah, alors, il fait, c'est quoi, on boude? Ah, alors, oh non, alors,
Oh, il a été méchant, alors on veut plus jouer. Évidemment que non. Mais il y avait quand même un vrai risque que tu perdes ton vestiaire. Ça, moi, je l'entends, cette théorie-là, et ça ne s'est pas passé. Ce qui est quand même positif pour la suite. Mais par contre, ce qui est négatif, c'est un petit peu le reste, quoi. Parce que actuellement, si on fait l'état des troupes avant le match contre Ambry, et dans le genre match important, celui contre Ambry, là, ils font l'éternel match après match. C'est Lausanne le lendemain, mais si Gauthieron doit choisir son match et envoyer Weber un soir, ce sera pas contre Ambry, disons. Voilà, tout à fait. Et l'état des troupes, c'est compliqué. Hein. Boychek, on ne sait pas s'il va revenir. Dernay toujours blessé, donc Gauthieron a un risque de jouer avec 3 étrangers. Bikoff commotionné. Bikoff pas là, Rossi pas là, Valzer peut-être de retour, mais bon, on ne sait pas. Vauclair était pas là ce week-end, on ne sait pas ce qu'il en est pour le week-end prochain. Fourer, on ne sait pas. Et puis Julien Sprunger. Et Sprunger, ça c'est le prochain thème. Voilà. C'est le prochain thème. Tu dis que l'effectif, là, on se demande s'il faut aller puiser dans les M13 bientôt, hein, est-ce qu'ils auront assez de M20 pour remplir tous ces maillots. Parce que Julien Sprunger, il y a eu cette charge et il y a eu plusieurs questions. En l'occurrence, pour la charge de Julien Sprunger, il y en a une personne, c'est Tom Maillot, qui nous a demandé ce qu'on pensait de cette charge. On rappelle le contexte, c'est Yannick Buren de Berne dans un arrondi. Julien Sprunger arrive au contact, il décolle les patins, l'épaule frappe la tête en premier de Buren, extension. Après, Julien Sprunger, il y a un petit ping-pong devant et le puck n'arrive pas à sortir de la zone, c'est lui qui le récupère et il égalise. Il y avait 2-1 pour Berne à ce moment, ça a fait 2-2. Forcément que du côté de Berne, on n'était pas forcément très très content de ce qui s'est passé. Et une enquête a été ouverte. Sans suspension provisionnelle, c'est la différence avec celle de Noah Rod, où Noah Rod, il a été jugé directement coupable et on lui donne un match. Et derrière, c'est à quel point tu seras coupable. Là, c'est on ne sait pas, on verra. Noah Rod avait ramassé 2 minutes, c'est juste. Il avait pris 2 minutes, ouais. Voilà. Il y avait au moins eu une pénalité. Tandis que là... Mais moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de pénalité avec 4 matchs derrière. Ce qui pourrait pendronner Sprunger dans l'absolu. En disant... On n'a pas vu. Là, l'arbitre a quand même dit, on revient sur Rudd du coup, vu que le thème est lancé. L'arbitre dit quand même, j'ai vu quelque chose, donc je donne 2 minutes. Mais alors, si tu as vu quelque chose, alors dans ce cas-là, tu as vu que c'était chargé à la tête. Ouais. Enfin, c'est difficile. Je préfère que ça passe complètement sous le radar et derrière, ma foi, tu as une enquête qui est ouverte et c'est à ça que sert aussi ce système judiciaire entre guillemets. Ouais. Et là, Rudd, c'est beaucoup plus incompréhensible. Maintenant, pour moi, Sprunger, il va être suspendu. Je pense aussi. Je pense qu'on peut parier sur 2 matchs. Ouais, j'allais dire 2. Ouais. À mon avis, en 2 voire 3 en dessous, ça me paraîtrait un poil bas. Je pense quand même qu'il va être en catégorie 2. Cette charge va être en catégorie 2. Mais bon, après, c'est toujours la même chose. On lancera les dés pour voir combien il a. Non, on blague. Il n'y a pas eu trop de cas incompréhensibles. Il y en a eu. Mais il me semble que globalement, on n'a pas eu, à part Wingles, qui était une énorme surprise. On est rarement à 0,7 ou 7-0 quand on pense entre ce qu'on imagine et ce qu'il y a comme résultat. Mais d'ailleurs, tu parles de 7. Ça me fait penser que j'ai refait un peu l'historique de Julien Sprunger. Oui. Il y a 2 pénalités. Ces 2 premières grosses suspensions, c'était 4 et 3 matchs en play-off en 2008, si je dis pas de bêtises, au mois de mars. Puis après, surtout, il prend 7 matchs pour... à Davos. Ouais, contre Patrick Schomer. 7 matchs, quoi. Ça fait un moment qu'on n'a plus vu 7 matchs. Oui, c'est vrai. Et à l'époque, il y avait quand même des sanctions qui étaient potentiellement plus lourdes en termes de matchs. Hein. Peut-être moins d'amendes, mais plus de matchs. La dernière grosse sanction, c'est Chiaroni, c'était 6. C'était au début de la saison 2018-2019. Depuis, il me semble qu'on n'a plus revu des 6 matchs. Quoi. Non, mais là, c'est vrai que je pense qu'il faut partir sans Sprunger sur ce week-end. Donc sans Sprunger, sans Bikoff, il y aura un vrai problème. Après, et des gens me l'ont fait remarquer sur Twitter ces derniers jours, Ambry a eu jusqu'à 10 blessés. Quand on sait que déjà Ambry n'est pas forcément l'équipe la plus talentueuse et la plus profonde en termes d'effectifs de la ligue, tu leur enlèves encore 8 ou 10 gars, ben voilà. Donc... Alors, ils ont les Ticino Rockets. Ah ouais, justement. Mais c'est une explication pour la passe compliquée que traverse Fribourg actuellement. Après, est-ce que c'est une excuse ? Ben non, parce que tout le monde passe par là et tu dois pouvoir te prémunir d'une période compliquée, malheureusement, mais ça je l'ai expliqué dans le matin.ch lundi. Ils ont un problème de profondeur, mais qui est aussi lié à une baisse de budget ces dernières années. Et les ressources ont été placées sur le top 9, disons, en serrant les miches qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Ben, il y en a quoi en ce moment. Pour finir sur Fribourg, il y a un truc que j'ai bien aimé finalement. Alors tu me diras, c'est les circonstances qui font qu'on en arrive à ça, mais c'est Marchand, Schmidt, les jeunes. Effectivement, nous, je pense qu'on peut reprendre les anciens épisodes.
On n'a jamais été avare en compliments sur la jeunesse et on répète à longueur d'épisode qu'on aime bien voir des nouveaux visages, nouveaux joueurs. On avait vu Schmid être très bon avec l'équipe de Suisse M20 au championnat du monde et on se demandait s'il aurait peut-être une place. Finalement, l'occasion fait le larron en disant il faut remplir une place sur le deuxième trio, le troisième trio. Tu auras plus de temps de glace. Chouette, c'est pour Schmidt et il a fait 2 passes l'autre fois. Maintenant, ça fait aussi qu'il y a Flavio Schmutz qui est rentré. J'ai vu qu'il a joué, je crois, 21 minutes. Ouais, parce que les centres à Fribourg-Gotteron, c'est vraiment compliqué en l'absence de Bikoff et de Valzer qui sont déjà des centres que moi j'estime pas être des centres 2 et 3 dans la ligue, mais plutôt 3 et 4. Mais ils sont en plus pas là. Jordan Geller aussi a fait un petit peu de... Alors il tournait pas mal avec Marchon. C'était plutôt Marchon qui jouait sur la 4e ligne, en tout cas à Davos. Geller est un ancien attaquant, donc pourquoi pas dans l'absolu, mais je pense qu'il y a certains clubs de Ligue B qui sont pas moins bien lotis au niveau du centre que ce que Fribourg a dû proposer contre Berne, ce qui rend la prestation contre Berne loin d'être dégueulasse. Maintenant, si on veut se projeter un tout petit peu, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse concernant Fribourg. Je disais avant, ils doivent gagner. Ambry-Lausanne, ouais. Ils doivent gagner 8 matchs en gros sur les 14 derniers pour faire 24 points et arriver à 70. Parce qu'on aime bien dire 1,5. Ça, c'est pour dire que normalement, avec 1,5, on n'a jamais vu quelqu'un qui n'était pas en play-off. L'année passée, Genève et Zurich, c'était à 74 points, je crois. 74-75. Voilà, c'était le truc où c'était le plus proche. Mais cette année, on sera plus bas. Normalement, la barre va être un petit peu plus basse. Donc, Fribourg doit gagner 8 de ses 14 derniers matchs. Dit comme ça, tu dis, c'est 50% plus 1, donc c'est réaliste. Mais gagner après, en 60 minutes, vraiment, c'est 3 points. Le problème, c'est le calendrier. 6 des 9 prochains matchs sont à l'extérieur pour Fribourg-Gotteron, dont 3 déplacements à Lausanne, 1 déplacement à Zurich, à Bienne, à Zug. Franchement, bon courage. Hein. Bon, tu dis le déplacement à Lausanne, mais vu Lausanne ne sait pas gagner un derby, donc c'est plutôt bien. Toute série qui se prolonge, elle est aussi faite pour se rapproche de sa fin, disons. Moi, je vois pas Gotteron balayer les 6 matchs contre Lausanne, honnêtement. Et donc, il y en a 6, il faut en gagner 8, dont les 6 prochains matchs, 6 des 9 prochains à l'extérieur. Ouais, cette période, elle va être compliquée. À Fribourg a intérêt de déjà commencer contre Ambry à la maison. Parce que alors, si ça se passe mal contre Ambry vendredi, alors je pense que derrière, ça va vraiment, vraiment se tendre. Après, voilà, si on veut être positif, il y a les matchs en moins, toujours. Et on savait que ça allait courir après Gotteron durant toute la saison. Lausanne aussi, d'ailleurs, on y reviendra quand on parle de Lausanne, mais 35 matchs, alors que certains en ont 39, par exemple. Exactement. Ça, c'est les JOJ, c'est la patinoire, etc. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, à Fribourg actuellement, ils sont au bord du précipice. Il faut être clair. Et il ne manque pas grand-chose pour qu'ils tombent, mais il leur reste un petit espoir. Tu vois qui ? On a une question à ce propos. Qui est-ce qu'on voit en fait sous la barre, c'est Tom Maillot, saison palpitante autour de la barre, et qui du bon côté ? On a pour habitude de regarder le classement à la 25e journée et de dire que c'est très difficile. Avec ça, après que Berne était juste en dessous, mais que tout d'un coup, comme c'est Berne, et puis qu'ils ont changé le gardien, qui était visiblement un des problèmes, ça va quand même un peu mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour autant sauvés, vu que c'est tellement serré, que Langnau n'a jamais été en dessous depuis un bon moment, et qu'on avait l'impression qu'il pouvait être la cible de Fribourg, à chasser. Oui. Puis tout d'un coup, ils gagnent les 2 matchs du week-end, dont un 5-1 contre Zug. Donc, oui, alors les pronostiqueurs, d'ailleurs, commencent gentiment à être mécontents, là. Les honnêtes parieurs. Les honnêtes parieurs sont pas contents de cette histoire. Mais oui, Langnau, moi, je m'en méfie. Et je continue de les mettre sous la barre actuellement. Aussi pour une question de calendrier. Ils jouent 5 matchs à la maison, 8 à l'extérieur pour terminer la saison. Ils ont beaucoup, beaucoup de voyages. Mais aussi parce que beaucoup de clubs doivent rattraper des matchs qu'ils n'ont pas pu faire à la maison. Donc c'est aussi pour ça que des équipes doivent voyager un petit peu plus. Et cette équipe de Langnau, je la vois dessous. Actuellement, je mets Langnau et Fribourg sous la barre. Avec Rapperswil et donc Ambry. Et que tu passes Lugano. Lugano passe Langnau, en fait, par rapport au classement actuel, selon moi. Ce qui nous permet aussi d'avoir pas 3 clubs de la même zone géographique et de continuer ce trend qui veut que, par la force des choses et le fait que tu joues 6 matchs contre des équipes,
que tu arrives à te sauver finalement grâce à ça et pas avoir 3 clubs de la même zone. Exactement, et j'élimine Lausanne de la course, de cette course-là, peut-être à tort, hein, ils ont que 2 points d'avance sur la barre finalement, mais avec encore 15 matchs à jouer, dont beaucoup de matchs à la maison, je pense que ça ne doit pas forcément être un souci. Je m'inquiète un poil plus pour Bienne, si je dois dire, entre les deux là, qui a joué 3 matchs de plus que Lausanne, mais qui a 1 point de plus. Bienne est à la lutte, à mon avis, plus que Lausanne, mais moi je vois vraiment bien Langnau tomber et Lugano remonter. Je suis très étonné par un tweet que j'ai vu, mais je lui fais alors entièrement confiance. C'est un tweet de Cédric CR, donc le concepteur de NNIS Data, qui a repris un modèle de Daniel Weinberger, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir faire des projections de points et de participation aux playoffs selon ce qu'on voit maintenant. Et j'étais très surpris de voir Lausanne à 100% selon sa projection, alors que ils sont à la lutte finalement. Alors peut-être que justement, les matchs en retard à la maison valent dans son modèle mathématique plus, et que c'est pour ça que ça donne du 100%. Mais je voulais le souligner, ça m'a vraiment frappé, parce que autant Genève, Zurich, Zug et Davos, qui ont tellement de points d'avance, il n'y a pas de problème. Mais là, tout d'un coup, de voir 100%, tu m'aurais dit, je sais pas, 70, 80, tu te dis, pourquoi pas. Mais là, 100, ok. Mais là où c'est étonnant cette saison, et ces 3 matchs qui restent de confrontation directe entre Fribourg et Lausanne sont intéressants, on parle toujours de ces matchs à 6 points. Il y a 8 points d'écart entre les deux équipes, 3 matchs à jouer. Donc finalement, je pense que du côté de Fribourg, il se raccroche à ça aussi, en se disant, mais en fait, Lausanne, ils sont à bout portant, en disant il faut encore aller gagner 3 fois là-bas, hein. Je disais avant, à mon avis, ça m'a l'air quand même compliqué. Mais Lausanne a des matchs à la maison, a quand même toutes les cartes en main pour aller en play-off. Moi, franchement, si Lausanne ne fait pas les play-offs, c'est vraiment qu'il y a eu un gros problème sur cette fin de saison et je vois pas quoi. Alors, on passe à Bienne. On précise qu'on enregistre cet épisode mardi, avant la victoire 4-1 de Bienne contre Ambry le mardi soir. Ouais. Ah, ça sera à noter. Je me réjouis de réécouter l'épisode demain. Donc, Bienne qui alterne. Hein. C'est vraiment victoire-défaite. Ils ont fait une belle victoire contre Genève vendredi. 7-3, ça tournait bien. L'offensive marche bien. Puis défaite le lendemain en prolongation à Ambry. 5-4. De nouveau, beaucoup de buts marqués. Mais... beaucoup de buts encaissés. Oui, alors, ça c'est clair. Mais je regardais le verre à moitié plein et pas à moitié vide comme toi. Oh là là, vilain. Il y a une autre chose qu'on peut dire au niveau des infos autour du club, c'est que Antti Salmela, elle a pommette cassée, 4 semaines d'absence. Et la liaison, en fait, Bienne Davos, Martin Steinegger, le téléphone avec Reto Raffiner, visiblement ça marche bien. Hein. On se rappelle de Tino Kessler qui était venu dépanner et gagner un peu de temps de jeu à Bienne. Ça avait plutôt bien joué. Otso Rantakari, le défenseur finlandais qui avait été pris par Davos pour remplacer numériquement Nygren quand il était blessé. Maintenant que Nygren est revenu, il se retrouve plus souvent dans les tribunes. Plutôt que de regarder la Valiant Arena sous tous les angles, hop, un petit Kuala Tiso jusqu'au 31 janvier visiblement, et je pense que jusqu'à ce que Salmela soit pleinement remis. C'est une bonne chose. On a des connaissances qui nous ont écrit pour dire Radge Brantakari sur le powerplay. Ouais, ça va être sympa. Je pense que tu as 2 unités de powerplay qui sont assez bonnes. Radgeb a été excellent à Ambry offensivement. Ouais. Ça, il sait très bien faire toujours. Ça... Il a beaucoup joué, il a joué plus de 20 minutes d'ailleurs. Forcément, en raison de l'absence de Salmela. Voilà. C'est pas le même profil Rantakari que Salmela, mais je pense que comme pansement, disons, que tu mets pendant 1 mois, c'est pas mal. Hein. Il a fait une bonne saison, une bonne partie de saison à Davos. Là aussi, offensivement, il a un shoot incroyable, ce joueur. Donc, bien joué, j'ai l'impression de la part de Steinegger d'avoir réagi aussi vite. Rantakari, c'est 26 matchs, 20 points avec Davos, dont 8 buts. Mine de rien, c'est quand même... Puis quand il marquait des doublés. Il envoyait des menaces à la bleue. C'était très impressionnant parce qu'en fait, on ne le connaissait pas. Il est arrivé, mais sur la pointe des patins. Et tout d'un coup, on s'est dit « wow ». Et on s'est dit « wow » aussi, évidemment, pour Hockey Manager, en se disant « est-ce qu'on le prend pas ?»
Romain Ugren qui revient. Donc, c'est vrai que c'est le joueur qui a jamais fait un championnat du monde, parce qu'à force, on a quand même quelques championnats du monde derrière nous. Il y a des noms que tu as vu passer une fois dans un match, un vieux Finlande-Canada un mardi soir. Tu dis, puis c'est tiens, parmi les 20 meilleurs à peu près de chaque nation. Donc, mais là, lui, jamais entendu ou vu. Voilà. Alors bon, je suis pas un spécialiste du hockey finlandais non plus, mais toujours est-il que c'est une très bonne surprise et du coup, Bien a bien réagi. Je me posais la question en vue de la saison prochaine aussi, quelle allait être l'idée derrière la tête de Steinegger. Est-ce qu'il part à 2 défenseurs ou pas? Est-ce que c'est une pige pour voir aussi, pour l'évaluer lui en vue de la saison prochaine? Je ne sais pas, même si je pense qu'il faudrait des défenseurs un poil plus défensifs à Bienne qu'un Otso Rantakari. Mais toujours est-il que là, à court terme, moi je vois pas mieux, parce qu'il connaît le championnat, il est déjà là, il est acclimaté. Il est arrivé à Bienne le lundi soir, comme je l'ai lu dans le Journal du Jura, sur le site web du Journal du Jura ce matin où on l'enregistre. Et alors voilà, le match aura eu lieu quand vous écouterez ça, mais d'après Laurent Kleisel, tout est en règle pour qu'il puisse jouer dès mardi soir contre Ambry. Ça va un peu délester Yannick Radgeb de minutes de temps de jeu. C'est de toute façon pas perdu. Et accessoirement, c'est un bon remplaçant pour Salmela. Bien a l'air quand même un peu hors des turbulences. En tout cas, il commence à regagner un match ou deux. Mais défensivement, il va vraiment, vraiment falloir qu'il se passe quelque chose. Parce que là, en l'état, ils vont un peu dans le mur quand même. Si on pense plus loin que si tu marques une éventuelle qualification au play-off qui n'est pas encore assuré du tout. Mais là, ils prennent 5 buts par match à peu près. Donc j'exagère, mais ils en prennent en 3 et 4. Moi, ce que j'ai bien aimé à Bienne, c'est le réveil. Je l'attendais finalement peut-être un peu plus tôt. On en avait parlé. On avait une petite déception concernant Damien Ria. Et là, il nous a montré qu'il était bien revenu. Il se lâche un peu plus. Il fait un peu plus confiance à son shoot. J'ai l'impression qu'il ne se pose pas trop de questions. J'ai en tête un des buts qu'il met à Ambry où il reprend direct le puck. Une passe de Schneider, boum, il n'hésite pas. Et c'est goal. Il a marqué un doublé. Il a été bon aussi contre Genève la veille. Bien a besoin de Damien Ria. Bien a besoin de Damien Brunner aussi. Oui, mais la ligne Schneider, Ria, Nussbaumer à Ambry était omniprésente. Elle était même plus dangereuse que la ligne Rayala, Ulström, Fuchs. C'est vraiment une ligne qui m'a beaucoup plu. L'arrivée de Nussbaumer est intéressante. On a dit que ça allait pas révolutionner le jeu biennois. Absolument pas. Par contre, ça amène un joueur de centre intéressant dans cette équipe. Ça amène de la jeunesse, un joueur du coin. Non, offensivement, il n'y a pas de problème. Mais là, je calcule en vitesse. Sur les 10 derniers matchs, ils ont pris 45 goals. Alors bon, c'est quand même un problème. Et Jonas Hiller, on a déjà évoqué à ce micro le fait que pour il est terrestre et plus extraterrestre. Ah ouais, il est vraiment pas bon en ce moment. Vraiment pas bon. Et à Ambry, de nouveau, il a en tout cas 1 ou 2 buts sur la conscience actuellement. C'est un des vrais problèmes de Bienne, et je sais pas comment ils vont faire pour tourner ça, parce que on parlait de Fribourg avec Weber. Là, est-ce que tu mets Pope? Non, parce que Pope, en plus, quand ils l'ont mis, il n'était pas forcément mieux. Non. Donc c'est pas un problème forcément de gardien, c'est peut-être aussi un problème de défense, comme tu l'isolais avant en disant un défenseur étranger défensif, ce serait peut-être pas mal. C'est bien de marquer des buts, mais si tu en encaisses chaque fois un de plus... Mais là, à Ambry, c'était particulièrement saisissant. Et là, actuellement, Jonas Hiller, il a 91,1 de pourcentage d'arrêt, 2,67 buts encaissés par match. Ça commence à devenir, comme tu disais, c'est plus du tout extraterrestre, quoi. 91,1, il est en dessous de la moyenne de la ligue actuellement. Il est même derrière Van Pottelberg, qui a 91,28. Ouais. C'est embêtant, parce que moi, l'histoire de Hiller, est-ce qu'il va rejouer une saison de plus? On n'avait pas envie qu'il arrête. Il était tellement extraordinaire en début de saison que t'as pas envie d'avoir une mauvaise dernière image d'un joueur comme ça. Et là, actuellement, ça devient vraiment compliqué. Après, on peut lui faire confiance peut-être pour augmenter son niveau en vue des playoffs. Parce que moi, là, comme je suis convaincu que Lausanne sera en playoffs, je suis assez
positif par rapport à Bienne également. Et Parce qu'ils ont en mis des play-off, points en banque aussi oui. au début et qu'on dit que c'est tellement important d'avoir ces débuts de saison. Donc, Et en play-off, t'aimes mieux avoir Hilaire contre toi, avec toi que contre toi. Donc là, Complètement. ça peut être intéressant à suivre, rien que ce point-là dans la suite de la saison de Bienne. On passe à Lausanne qui joue presque pas, en fait. Un seul match le week-end dernier, c'était à Berne, une défaite 4-3 après prolongation. Je retiendrai de ce match finalement la réaction lausannoise qui va chercher l'égalisation en fin de troisième tiers grâce à Emerton. Emerton qu'on annonçait en méforme, tu sous-entendais que ça t'étonnerait pas qu'il soit blessé, qu'il joue un peu blessé. Oui. Est-ce que ça change quelque chose ? Non, ça veut pas dire que tout d'un coup il va mieux, mais ça veut dire qu'il a réussi à trouver le fond du filet. Au moins un peu de caractère, voilà, un peu d'émotion, parce que pour moi c'est toujours cette balance à trouver entre la tête et le cœur. On en parlait avec Doug Boulanger quand j'étais sur le plateau de MySports, et on parlait de cette balance pour les coachs à trouver entre le cérébral et l'émotionnel. Puis c'est vrai que quand on regarde Ville Peltonen, on a l'impression qu'il n'y a que du cérébral. Et quand on entend Joël Genadzi nous dire que non, les coachs sont là pour nous dire allez-y, jouez avec les émotions, je me dis que ce 3-3, on va dire, le 4-3 qui tombe d'Anderson en prolongation, voilà, mais au moins ce 3-3 qui vient à la fin, c'est un petit feu d'émotion. Ouais, puis là, on parlait de cette période compliquée, 4 matchs de suite à l'extérieur. Moi, je m'étais dit, avant ces 4 matchs, si Lausanne fait 6 points, c'est pas mal. Tu t'en gagnes 2, les gens sont à 3, vu qu'il y a une défaite en prolongation, une victoire en prolongation à Bienne, au début de cette série. Il faut aller gagner à Langnau pour avoir les 6 points en 4 matchs, et ce qui serait, je trouve, un bilan tout à fait correct pour cette période. Mm-hmm. Là, une chose commence à devenir assez sûre, si tant est qu'on puisse être sûr de quelque chose, c'est que le top 4, il est très loin maintenant. Ouais. Même s'ils ont 4 matchs. Un match de moins que Davos 4e, donc c'est pas avec Davos qu'il faut regarder. Ils ont 4 matchs de moins que Zurich, 12 points, certes. Et 4 matchs de moins que Genève aussi, qui est co-leader avec Zug. Ils ont tous 68, les 3 premiers. Ouais. Mais la tête du classement est très le top 4 est très loin maintenant. Faudrait partir sur un run sur la fin de saison, disons, pour y revenir. C'est ça qui est un petit peu embêtant quand même dans cette saison lausannoise. C'est top 4, je trouve que c'était pas un minimum, parce que c'est très compétitif le haut du classement. Et oui, mais quand tu fais 3e l'année d'avant. Exactement, puis avec la surprise Genève qui vient voler une des places dans le top 4 alors qu'on ne l'attendait pas aussi haut. Et Davos, surprise Genève. Donc les places sont chères en haut. C'est pas encore impossible. Maintenant, il y aura une série de matchs. Là, c'est pas évident, et ça, j'ai jamais réussi à avoir des quotes intéressantes à ce sujet. Mais comment est préparée cette période creuse, puis cette période très chargée du mois de février. Et ça, j'adorerais, parce que là, il y aura une période où Lausanne va jouer quasi tous les soirs. Pour Hockey Manager, c'est pas perdu. Tous les soirs où il y a des matchs, évidemment. Tout à fait. Mais ouais, 28 janvier, 30 janvier, 31 janvier, 3 matchs en 4 jours. Puis là, il y aura la pause. Donc, il y a moyen quand même d'encaisser cette surcharge de match. Surcharge, pas facilement, mais toutes les équipes qui ont eu des périodes comme ça nous ont dit, mais on est préparé, c'est pas un problème. 3 en 4 matchs, moi, ça m'inquiétait pour beaucoup d'équipes. Fin décembre, début janvier, là, il y a eu 2 périodes comme ça. Et tous me disaient, mais non, c'est faisable. Il faut juste être malin dans le management du roster. Faut que les coachs tirent pas 25 minutes sur les gars, sur les attaquants dès le premier match, évidemment. Et Lausanne a ce luxe-là de pouvoir justement diluer peut-être un peu le temps de jeu sur 3 lignes, en tout cas, voire peut-être faire un peu plus jouer la 4e, ce qui est un peu le cas en ce moment. Donc, je pense que Lausanne est armée pour passer assez sereinement cette période. Et accessoirement, si tu lances tes playoffs en étant dans un bon rythme, c'est jamais perdu. Tu parlais de la pause de l'équipe nationale. On rappelle que ces 2 matchs, à Herisau et à Holton, mais c'est les prospect games, ce qu'ils appellent les prospect games avec des joueurs de moins de 25 ans, ce qui fait que Lausanne, qui avait quand même ces dernières années Frick, Genadzi, Vermin, Berchi, qui pouvaient partir avec l'équipe nationale, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de... c'est l'avantage que tu n'as pas de prospect en fait dans ton équipe. C'est quand il y a les prospect games pendant une semaine, toi tu dis non mais c'est bon, c'est pas pour nous.
On pourrait dire peut-être qu'il y a Tyler Moy, qu'il est déjà allé faire un... Ouais, il est déjà allé en faire un, donc, mais t'as raison, lui, je pense qu'il pourrait rentrer dans puis cette Elmer, catégorie-là. qu'ils aiment bien aussi. Mais c'est des joueurs qui sont déjà allés une fois, donc je me demande s'il va pas vraiment partir plus loin dans la prospection, en disant vraiment on va élargir un maximum encore le cadre. Peut-être que c'est des joueurs au-delà de la blague, évidemment, sur les prospects. Je pense que cette semaine, elle fera pas de mal pour justement anticiper la grosse période à venir. Après, voilà, moi j'avais un peu des soucis avec cette période-là, justement, où il devait vraiment beaucoup jouer à l'extérieur. Ça se passe pas si mal. Et la période très turbulente de décembre, elle semble vraiment derrière. Même dans le jeu, le match à Fribourg, il est parti. Bon, il a l'air loin. Hein. Celui-là, pourtant, c'était que l'avant-dernier match du Lausanne HC. Il est perdu, mais dans les faits, c'était pas une défaite qui était dégueulasse. Je veux dire, dans le jeu, il y a quelque chose. Tu vois qu'il se passe quelque chose sur la glace et il y a un potentiel qui est vraiment présent. Ça, c'est vu à Berne, même s'ils ont eu un trou d'air et qu'ils passent de 0-2 à 3-2 pour Berne. Mm-hmm. Il y a un fond de jeu, je trouve. Et le box-play a très bien tenu à Berne. Les signaux, ils sont globalement très positifs du côté de Lausanne. Et je pense que les futurs membres du top 4 devraient se dire que c'est pas une super idée de jouer Lausanne. Note que c'est pas une super idée de jouer de Berne. Bref, les playoffs, ça va être sympa. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Mais aussi un truc qui m'a un petit peu surpris, c'est de voir Jeffrey évoluer à l'aile. Quand le line-up est sorti, tu fais bon, ok. Mais d'ailleurs, je crois que c'est possible que Jérôme Renard en ait parlé même la veille parce qu'il était allé voir l'entraînement et que Jeffrey a évolué à l'aile. C'est un peu bizarre de se priver de lui au centre en se disant sa créativité, sa capacité aux engagements. On sait que les centres peuvent jouer ailier, mais... Et que les ailiers peuvent prendre les engagements. Voilà. Mais en même temps, en général, quand tu es centre, que tu fais ton boulot défensif, parce qu'on sait que c'est le centre parmi les attaquants qui doit être aussi souvent en repli. Mm-hmm. C'est Joel Genadzi qui nous expliquait aussi que voilà, ça lui permettait d'avoir été centre, plus facilement de passer en défense parce qu'il y avait quand même des devoirs défensifs. Un peu surpris de voir... se priver finalement d'un joueur qui était censé marquer un point par match. On disait que c'était presque automatique. Là, c'est beaucoup moins automatique en ce moment, hein, voilà. le point par match de Dustin Jeffrey. J'étais surpris aussi. Apparemment, l'idée était de faire venir Cody Almond au centre. Josh Jarvis, il est vraiment bon depuis un moment, même en décembre. C'était un de ceux qui surnageait vraiment quand ça allait pas bien. Emerton, même s'il est un peu touché, je pense qu'il a sa place. Donc l'idée, c'était de mettre Almond au centre. Almond, on s'est souvent posé des questions autour de ce joueur. Ouais, puis on trouvait qu'il était meilleur au centre qu'à l'aile en général, hein, par habitude à Genève. Exact. Quand il avait été mis à l'aile par Chris Maxorley notamment, on était là, il est plus utile au centre. Et je comprends le move de vouloir mettre Cody Almond au centre, évidemment. C'est intéressant pourquoi il fait ça maintenant, au moment où il doit peut-être chercher des étrangers, au moment où Ian Alston doit réfléchir à son contingent pour l'année prochaine. Est-ce que Almond est plus bénéfique dans le système de Ville Peltonen en le mettant au centre? Auquel cas, pour la saison prochaine, ça te change un peu ton puzzle. Et moi, je me demande si c'est pas aussi, soit je réfléchis trop loin, soit c'est pas complètement impossible que ce soit orienté dans cette optique-là, en se disant, on a Jarvis, on a Almond, on a Emerton qui sont sous contrat. Si c'est nos centres numéro 1, 2 et 3, peut-être qu'on prend un ailier de plus étranger. Mm-hmm. C'est une piste, en tout cas. Je l'ai interprété comme ça. Après, je ne suis pas dans la tête de Ville Peltonen. Mais c'est intéressant, en tout cas, de voir qu'il tente de mettre Cody Almond au centre. Almond qui est globalement pas mauvais ces derniers temps, hein, sur la période fin décembre, début janvier. Il faisait ses points, il se créait ses occasions. Là, il y a eu une période où il y avait quelque chose à redire sur lui. Là, de ce que j'ai vu des matchs de Lausanne, moi, je trouve que ça allait. Maintenant, il veut peut-être plus de la part de Cody Almond. Est-ce que, accessoirement, ils ont engagé un ailier de plus pour les playoffs? Parce que c'est la théorie que je tiens sur la saison prochaine, elle peut aussi venir pour les playoffs. Mm-hmm. S'ils se disent, non mais on a décidé que Jeffrey, c'était pas notre avenir, dans le système de Peltonen, peut-être qu'il sera super à Berne, puis qu'à chaque point, il faudra pas dire Alston s'est planté. Voilà. Mais dans notre système, il nous apporte pas autant ce que l'on aimerait. Donc, en mettant Almond au centre, et peut-être qu'on engage un 6, 7, 8e étranger, je sais plus combien, j'ai perdu le compte à Lausanne, un 7e étranger, un ailier,
Et si on le fait jouer à la place de Dustin Jeffrey, est-ce que c'est peut-être pas dans cette optique-là aussi que ce move a été fait? En tout cas, ça m'a interpellé et je pense que c'est pas un hasard si ça s'est passé comme ça. On a une question sur Lausanne. C'est Cyril Ravi qui dit Lindbaum, est-ce que Lindbaum sera toujours lausannois l'an prochain, la saison prochaine? Et on avait parlé, il dit vous aviez parlé que s'il y avait un seul défenseur, c'était peut-être pas une option viable. Lui, au contraire, trouve que il est bon offensivement. Effectivement, si on regarde les points, il y a rien à redire. Et qu'en plus de Genadzi et Frick, alors je dirais que Frick, c'est pas forcément pour moi un modèle de défenseur offensif, je trouve all-around, capable d'être bon, capable d'appuyer l'attaque s'il faut. Effectivement, on en avait parlé quand on revenait sur les contrats et les défenseurs sur le marché, éventuellement, mais un petit peu plus loin. Et on disait que Lucas Frick, selon nous, et je pense que selon Yann Alston aussi, était une des priorités à re-signer, parce que son contrat va jusqu'en 2021. Donc Lindbaum, maintenant qu'il y a Holm, mais on sait, pour l'instant c'est pas un contrat plus loin que la fin de saison. Est-ce que Lindbaum tout d'un coup aurait changé? Moi je l'ai toujours trouvé que c'était pas un défenseur uniquement défensif. Comme Holm finalement, des défenseurs capables dans un bon système, dans une bonne, un bon jour et tout, d'être tout à fait capable offensivement. On a vu qu'Holm maintenant jouait sur le powerplay, donc... Ouais, Lindbaum, il a aussi progressé, je pense. Si tu regardes, si on s'arrête seulement sur l'aspect offensif, je peux aussi me dire que le départ de Junland et la mise à l'écart de Junland, elle est aussi liée au fait que Lindbaum tenait très très bien le powerplay. Quand il le jouait, il y avait Genadzi d'un côté, il y avait sur une ligne Genadzi puis Lindbaum sur l'autre, mais au début de saison, il était à 3 points sur les 14 premiers matchs. Mais après, effectivement, sur les 20 derniers, il a 15 points. Donc, il y a même une période quand Lausanne était vraiment dans le dur et on se disait les Vermin, Berchi ne produisent pas, Emerton ne produit pas, Jeffrey non plus. C'était lui le meilleur compteur de Lausanne HC sur une période de 10 matchs. Donc, offensivement, il a une vraie progression. Si c'est ton seul défenseur étranger pour la saison prochaine, est-ce que... Parce qu'on en a déjà parlé, ça fait la semaine passée ou la semaine d'avant, ça va vite. Moi, je disais que je comprenais si l'idée, c'était de partir toujours 2-2 et non 1-3, parce que je pense que c'est vraiment c'est évidemment la décision que doit prendre Yann Alston d'ici la saison prochaine. Ou alors, est-ce qu'ils partent à 5 étrangers et là, ça te change peut-être encore une fois la donne? Peut-être, ça je ne sais pas, je dois avouer. Mais est-ce que Lindbaum peut être ton seul défenseur étranger, vu ce qu'il est en train de montrer cette saison? Elle a monté en puissance offensivement aussi, parce que défensivement, je pense qu'effectivement, on était les deux d'accord pour dire qu'il tenait clairement la route. Ouais. Oui, je pense que j'aurais pas répondu ça le 15 septembre, mais le 21 janvier, oui, je pense que c'est viable comme option. On termine par Genève. Genève, on l'a dit avant, ils font partie du top 4 des playoffs. A priori, c'est pas un problème. Je parlais si Lausanne est à 100% de chances de se qualifier pour les playoffs selon les projections. Ouais, je pense qu'on peut aussi vaguement mettre 100% pour Genève. 7-3 contre Bienne, une défaite, mais là où Genève a été bon, c'était la troisième défaite de suite. Tu te dis, ça peut un peu commencer à puer. Faudrait pas accumuler quand même trop de défaites. Et derrière, tu profites de l'avenue de Rapi. Exact. Je suis désolé de dire profiter de l'avenue de Rapi, parce que mais Rapi à l'extérieur, c'est pas ça, quoi. Ils avaient gagné contre Zurich 3-0 la veille. Nifler, blanchissage, super. Là aussi, tu peux te dire, faudra faire gaffe. Genève très rapidement en avance. Puis, accessoirement, moi, j'aimerais pas être joueur de Rapperswil, parce que il me semble que c'est tout le temps eux qui se prennent les matchs des pluches. c'est fréquemment. Peut-être tu te dis, attends, contre qui on va faire les pluches cette année? Berne, ouais, c'est un peu casse-gueule. Si on se prend 3-0 à la 45e, on aura les pluches de Reich sur la glace. Ouais, Rapperswil, ouais, c'est pas mal. Et j'ai pas tenu de statistiques, mais je peux imaginer que de temps en temps, ils doivent se dire, ouais, ils nous ont repris les pluches face à nous, quoi, évidemment. Donc, dès que tu prends le premier goal, tu sais que tu perds 5 minutes avec ça. On connaît bien Daniel Vukovic, on peut lui poser la question s'il connaît les lancers de peluche des 11 patinoires de Ligue nationale. Est-ce que c'est vexant d'être choisi comme ça, ou est-ce que c'est nous qui faisons des théories, c'est possible? Mais toujours est-il que Arnaud Ria marque un doublé. Ouais. C'était rigolo, au même moment, il y a Damien Ria, pas au même moment, il y avait un petit écart, mais Damien Ria marque pour bien l'ouverture du score, alors que Arnaud marque l'ouverture du score pour Genève. C'est chouette, il a eu une saison compliquée, Arnaud Ria. J'ai trouvé qu'il a eu besoin de
temps pour se mettre dans le rythme. Et lui-même l'a avoué dans la tribune de Genève de lundi que ça allait un peu vite pour lui. Mais ça, c'est aussi, on parle des jeunes qui sont intégrés gentiment, ça fait partie du jeu. Là, tout va plus vite autour de soi. Donc, le rookie wall. Ouais, alors même avant ça, avant le rookie wall, parce que ça, c'est quand tu t'établis dans la ligue, puis au bout d'un moment, il y a trop. Ça bloque, ouais. Il y a trop. Là, c'est même pas ça. C'est la différence de niveau entre les juniors élites où tu as le temps, où tu as du temps pour faire les choses. Et là, il est amenuisé de ne serait-ce que quelques dixièmes de seconde et ça change tout. Surtout si tu es un vétéran en junior élite, puisqu'on sait que tu peux jouer contre des 16, des 17, des 18, des 19. Puis quand toi, tu as 19 ans, tu fais partie des joueurs établis de la catégorie. Donc forcément, tu fais partie des plus costauds physiquement. C'est un peu normal d'être bon à ce moment-là. Mais Arnaud Ria, là où c'est intéressant, pour Genève, c'est que ce soit un jeune, c'est très bien. Mais c'est surtout que c'est pas un étranger. Parce que d'habitude, on a le sentiment que Tom Ernest, Wingle, Sweeney, Kiefer, voilà. Et puis de temps en temps un peu Boson. Alors Boson, il se trouve qu'il est dans une passe assez intéressante avec 10 points sur les 13 derniers matchs. Je crois qu'il est à 7 buts, 7 assists, si je dis pas de bêtises. Et je me suis posé la question, est-ce que Tim Boson allait peut-être sortir, finalement devenir un joueur, pas un joueur de troisième trio, de bottom 6, mais était capable, à terme, peut-être la saison prochaine, de passer top 6. C'est quand même une bonne question parce que Tim Boson, on rappelle, c'est maintenant un joueur c'est plus un jeune, il a 25 ans. Mais quand il était junior, c'était un vrai talent. Offensivement très doué, il a fait des saisons, il a une saison en WHL à plus de 90 points. Drafté au 3e tour, ouais. J'ai sa feuille sous les Elite Prospect sous les yeux, sinon... 91 avec Kamloops, comme ça. Une 90 de points, exactement. Il était malade, gravement malade, il est de retour au jeu. Voilà, il montre qu'il est capable de jouer au hockey et qu'il a des mains. Et que... Oui, moi je pense qu'à terme, il a 25 ans, hein, mais c'est un joueur qui peut avoir qui a une marge de progression encore certaine et qui est toujours en train peut-être un peu de rattraper le temps perdu finalement. Il a eu la relégation avec Cloton, parce que quand il est revenu en Suisse, il est passé par Cloton, on rappelle, et là il est revenu à Genève derrière. Il progresse sans cesse, il amène une dimension physique malgré le fait qu'il ne soit pas un énorme gabarit, mais quand même il fait ses 90 kilos, mais je dis il ne fait pas 1m95 quoi. Et il amène du muscle quand même de plus en plus maîtrisé, contrairement à d'autres à Genève. Tu penses à... Noah Rudd, il a repris 4 matchs quand même, hein, c'est malheureux. Deuxième suspension de la saison, on y reviendra juste après. Mais oui, je pense que Tim Boson peut être amène une profondeur, on l'a déjà dit quelques fois à ce micro, et peut-être qu'il est un peu sous-évalué pour ceux qui ne suivent pas Genève trop régulièrement, je pense. Sandy Smons aussi, avant de parler peut-être de Rod, j'aime bien aussi, il a de la chance, il l'a fait jouer une dizaine de minutes, Patémon, donc là aussi, ça sert à rien de les mettre 20 minutes pour que finalement ils soient brûlés, puis qu'on se dise, erreur du jeune. On a souvent dit que Simon Lecoultre avait été bien amené. J'ai l'impression que Sandy Smons, je crois que c'est Grégoire Surdé aussi qui en parlait au début de saison, en parlant de Smirnov et de Smons, en disant que voilà, on les attendait. Smirnov, ça a explosé beaucoup plus tôt parce qu'il a été mis plus tôt en valeur, puis qu'il a profité, et puis il est juste bon en fait. Et que Smons, voilà, c'est aussi un défenseur. Je pense qu'il y a 2-3 aspects à prendre en compte, à connaître. Tu dis justement que Ria, il se rend compte que ça va vite. Pour Smons, c'est pareil, et que quand tout d'un coup, tu te retrouves face à certains routiniers de National League, ça va pas être simple. Donc ça, on a l'impression qu'ils arrivent chaque fois à nous sortir finalement au fil des semaines. Donc un nouveau. On met Patry, et là on met Ria marque 2 buts. On a Smons qui marque son premier but en National League. Là, je pense que ça va se calmer. Ils ont pas non plus... ils ont un super réservoir, mais ils sont tous arrivés plus ou moins maintenant. Mais ça, il y a encore Enzo Guébet. Enfin, il y en a 2-3 à voir. Et puis Stéphane Charlin aussi qui est sorti. C'est fou quand on fait la liste. On se dit, mais il y a chaque fois de quoi se réjouir finalement. C'est vrai. Ne serait-ce que pendant peut-être 2 matchs. Il y aura Kashka ou Tchajka ou peu importe comment on le prononce qui sera là la saison prochaine. Mine de rien, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Donc, ils ont un autre défenseur letton qui a 18 ans. Alors oui, ça va être sympa pour les commentateurs. Sejers.
Et lui aussi, il est sous contrat jusqu'en 2021. Il a 26 points en 35 matchs avec les juniors élites. Non, je pense pas qu'on est au bout, en fait. Et là, je me réjouis de voir comment ça va évoluer la saison prochaine. Mais ça prouve que le tournant pris il y a quelques années est vraiment le bon du côté de Genève. Sans oublier qu'il y a quand même des joueurs, des gros salaires à des postes clés qui ont été bien choisis. Et c'est ça qui fait, on en a déjà suffisamment parlé, de l'amalgame qui marche entre jeunes et vieux. Il faudrait juste que Tanner Richard revienne de Megève ou de je ne sais où il est en vacances actuellement. Et ça pourrait peut-être aider Genève, non ? Question de Sevan à ce propos. Donc GSH, c'est toujours la meilleure défense du championnat, mais lui, il sent de la fébrilité. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce que c'est juste un coup de mou ? Et puis effectivement, alors, et Richard, qu'est-ce qui se passe ? Tanner Richard, j'ai l'impression que c'est un joueur, il polarise parce que il a les défauts de ses qualités ou les qualités de ses défauts. Enfin, il peut être super, puis il peut être super énervant. Tu remarquais l'autre fois en disant que Jean-Philippe Presselwenger, le commentateur de MySports, aimait bien dire qu'il avait 3 poumons, le 3e pour gueuler sur les arbitres. Ça fait aussi des fois un peu partie du jeu de Tanner Richard, puis on a l'impression qu'il est nonchalant. C'était lors du match contre Bienne, comme j'étais sur le plateau et que j'ai vu l'analyse de Stéphane Rochette, il disait je veux pas m'acharner sur Tanner Richard, mais Tanner Richard, il a toujours un petit step en arrière. Il montrait du doigt à ses coéquipiers où aller, puis finalement lui il faisait pas le boulot. Alors c'est un peu faites ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est 19 matchs sans but pour Tanner Richard. Est-ce qu'on attend de lui qu'il marque des buts, étant donné que Wingles, Winnick et compagnie sont bons ? S'il était à 23 passes décisives pendant ce temps-là, je dis pas. Hein. Mais là, sur les 10 derniers matchs, il a 2 passes décisives. Sur les 15 points qu'il a, il en met 4 contre Rapperswil un soir où il a vu Jésus, je pense. Le quart de ses points est marqué en un soir. Moi, je commence à en avoir... sec de Tanner Richard, je dois dire. À chaque fois que je vois Genève, je suis frustré parce que tu vois ce qu'il est capable de faire. Tu vois qu'il a des mains en or. Ouais. Il a une vision du jeu qui est parfaite, qui est très développée. Et tu le vois faire pas grand-chose, d'être tout le temps à contre-temps, d'être en retard, d'avoir l'air frustré aussi actuellement. Ouais, je trouve que c'est un peu un gâchis cette saison de Tanner Richard. On rappelle qu'il était blessé en début de saison, parce qu'il a tenu éloigné des patinoires pendant un mois à cause des 2 poignets qui étaient un petit peu embêtés. Donc, oui, ça explique certaines choses, mais les 4 points contre Rapperswil en un soir où j'étais à ce match, je me rappelle, il était partout. C'était beau à voir jouer. Mais depuis, je suis inquiet pour Tanner Richard. Genève l'a reprolongé récemment en cours de saison. Donc, il faudrait quand même espérer qu'il se mette d'aplomb parce que ça peut vite être long d'avoir un joueur sous contrat qui ne performe pas à long terme, alors que c'est justement des gros salaires que je disais être bien choisi. Lui, cette saison, il est décevant, mais contrat jusqu'en 2024 quand même. Si tout d'un coup, tu n'es plus centre des 2 premiers blocs, mais qu'on est forcé, à cause de ton jeu, finalement, de te mettre centre 3 ou 4, puis que tu coûtes X, et X étant une grosse somme, ta colonne vertébrale des centres, on en a parlé avec Fribourg, notamment, où tu te retrouves avec peut-être, idéalement... avec Bikoff en 3, Valzer en 4, mais c'est des jolis salaires, donc qui prennent des places de joueurs de jeunes qui pourraient peut-être gagner un peu de temps de glace et tout. Est-ce que c'était une erreur de signer Richard aussitôt ? J'en suis pas là, en tout cas, honnêtement. Je peux imaginer qu'un joueur il peut avoir des périodes un peu difficiles, mais j'ai pas l'impression que ce soit le plus prompt à réagir dans une période difficile, disons. Mais là, on parlait de Jonas Hiller et des playoffs, le moment où il peut justement faire le step vers l'avant. Ouais. Un gars comme Tanner Richard et son caractère, ça peut aller dans les 2 sens, mais ça peut aller dans le bon sens. Donc là aussi, j'ai tendance à dire on va pas paniquer pour le moment, et on panique rarement pour les joueurs. Hein. Mais Tanner Richard, c'est quand même un gars qui a une quinzaine de matchs de playoff et 10 points, 9 pour être précis. Il doit encore prouver qu'à ce niveau-là, il est capable de jouer et de rivaliser, mais en tout cas, la scène des playoffs pour lui est la bonne. Donc voilà, faut pas trop être inquiet, mais je trouve que c'est perturbant de le voir aussi à la peine. Et pour la question de la défense de Genève, c'est vrai que c'est un peu plus fébrile, comme il dit très justement Sevan. Maintenant, ça reste une des forces de cette équipe. Moi, je vois pas de
problème, disons. L'ossature, elle est en place. Les joueurs, il y a Mike Fulmin qui est absent, mais je pense pas que c'est l'absence de Mike Fulmin qui change tout à la stabilité ou non de cette équipe. Non, mais c'est vrai, Mercier qui est pas là. Voilà. Exactement, Mercier et Fulmin ne sont pas là, donc ça explique un petit quelque chose. Cass doit jouer derrière, Smone s'est monté de tiers. Mais moi, je vois vraiment plutôt ça comme une turbulence très passagère. Je sais pas comment toi tu le vois. Oui. C'est surtout quand mais voilà, ils prennent un 7-3 contre Bienne. Ok, ça jouait pas bien. Mais derrière, 5-1 contre Rapperswil, non seulement tu marques des buts, mais en plus, tu réussis à être solide derrière. On va pas refaire l'apologie d'Henrik Temernes, qui est un poil moins en feu en ce moment, en termes de points, hein, bêtement. Mais ça veut pas dire qu'il est pas important sur la glace. Non, puis il faut relativiser le 7-3 à Bienne, dans le sens où ils prennent l'eau au début du troisième tiers. Oui. Le troisième but tombe à 37-33, donc jusque-là, ils ont pris que 2 buts juste pendant les 37 premières minutes. Derrière, il y a Rayala qui marque le 3-2. Puis après, là, ils ont pris l'eau en prenant 3 en 4 minutes. Ils ont fait une Fribourg-Gotteron, mais au début du troisième tiers et non au début du match. Voilà, non, moi je suis vraiment pas inquiet de ce côté-là de la patinoire. Et puis Noah Roth, donc on l'avait juste abordé. 4 matchs de suspension pour son Tchèque contre Alessio Bertaggia. Ça fait 2e suspension. Mm-hmm. Il avait déjà pris 2 matchs. C'est la 2e suspension cette saison. C'est le capitaine. Faut un peu qu'il se calme, tu dirais. Ouais, moi déjà, ça commence, on l'a déjà dit en début d'épisode, ça commence par comment il a fini ce match. Je comprends pas qu'il termine ce match contre Lugano. Ça n'a rien changé au déroulé de l'histoire, vu que de toute façon, Lugano menait. Lugano n'a pas été rattrapé derrière, malgré le fait qu'il n'ait pris que 2 minutes au lieu des 5 matchs qu'il aurait dû ramasser. Donc, mais je comprends quand même toujours pas qu'il ait terminé ce match. Maintenant, ouais, effectivement, c'est un joueur qui est ultra intense. Et là, parfois, quand on joue à ce jeu à l'extrême limite tout le temps, parfois il y a des débordements. Là, il y en a de nouveau eu un. Bertaggia tombe un tout petit peu, mais quand même, il vient blindside. Ouais. Le juge unique a mis quelques circonstances atténuantes, et justement, c'est pour ça qu'il n'a pas plus, parce qu'il prend 3 matchs plus 1 de récidive, d'après ce que j'ai lu dans le rapport du juge. Ça aurait pu être catégorie 3, je pense, sans ces circonstances atténuantes qui sont justement le fait qu'il est en léger déséquilibre, donc il est vulnérable, et que le temps entre le moment où il perd le puck, Bertaggia, est de 0,7 secondes, je crois. Ils estiment qu'il est encore dans un temps suffisant pour être checké, qui n'est pas, et du coup c'est pas check sur un joueur qui n'a pas le puck. Ouais. Donc ça a été tiré vers le bas parce qu'ils ont estimé que c'était charge à la tête, et s'il n'y a pas ces circonstances, là tu peux aller chercher beaucoup plus haut. Moi je suis pas choqué par ces 4 matchs, 3+1, donc comme je disais avant, je suis vraiment pas choqué. Je pense que c'est ce qu'il mérite pour cette action. Ouais. Finalement, ces sanctions, ces punitions, elles sont aussi là pour apprendre aux joueurs à dire voilà, tu as dépassé les limites, ça t'en coûtera tant. L'argent, il ne faut pas négliger dans les suspensions, on parle que des 4 matchs, mais il y a quand même chaque fois des milliers de francs que les joueurs doivent payer. Je ne pense pas qu'ils le font de gaieté de cœur, et ça doit les modérer, ou faut justement leur montrer certaines limites. Là, j'espère que ça va être appris, parce que Noah Roth, c'est quand même encore un joueur qui est très jeune. Quand on parle des jeunes à Genève, maintenant c'est plutôt 18-19 ans, mais lui il est de 96, je pense. En général, le numéro de maillot est un bon indicateur de l'année de naissance du joueur. Pour l'instant, on peut encore se fier à ça. Il va encore être là un sacré moment, donc autant qu'il apprenne, et espérant que là ça marche, quoi. Et on est arrivé au terme de cet épisode numéro 24 de la saison de Cold Facts. On se réjouit du numéro 25 la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, nous écouter Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Le forum est à votre disposition pour nous poser aussi vos questions si besoin. Et d'ici là, profitez bien de cette fin de semaine. On n'oublie pas l'épisode Joël Genadzi que nous avons sorti lundi, un horaire inhabituel, mais je pense que vous pouvez vous y faire, je suis sûr. À bientôt. À bientôt.